Je m'appelle Idriss Aberkane, je suis docteur en sciences cognitives de l'École Polytechnique, qui a fusionné depuis avec l'Université Paris-Saclay, qui est peut-être la meilleure université de France aujourd'hui. Ma spécialité, c'est ce qu'on appelle la neuroergonomie, que j'ai appliquée à moi-même, puisque j'ai en réalité passé 3 doctorats, un au Centre d'études diplomatiques et stratégiques de Paris et un autre encore à l'Université de Strasbourg. Et j'ai été visiting scholar de l'Université de Stanford pendant 1 an, quand j'avais 20 ans. Mais tout le sujet, évidemment, c'est que pour moi, les diplômes n'ont aucune valeur, et j'ai pu vraiment le vérifier constamment par rapport à l'épreuve de la vraie vie. Et l'épreuve de la vraie vie, dont le grand explorateur britannique Richard Francis Burton disait « La vie est une grande leçon que tu méprises », c'est le diplôme ultime, c'est ce que l'on voit aujourd'hui, et c'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Exactement, c'est exactement ça, et extraordinaire, un parcours impressionnant, moi je trouve, et que j'essaye d'égaler de par toutes les formations, mais pas forcément diplômantes, et je partage cet avis extraordinaire. Je voulais vous demander du coup par où vous avez commencé en quelque sorte le développement personnel, parce que je trouve que c'est assez vaste, et commencer à vous dire que c'était possible pour vous d'accéder à des choses dont vous rêviez, dont vous aviez envie, malgré toutes les épreuves qui pouvaient se mettre entre vous et cet objectif, ce rêve en quelque sorte. Alors, avant toute chose, il faut situer le développement personnel. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'attaques sur le développement personnel. Beaucoup de gens disent que c'est une sorte de sous-genre. Les universitaires sont assez perturbés par l'apparition de ce grand domaine. Et pourtant, je vais reciter Richard Francis Burton, qui est vraiment mon modèle en matière de développement personnel. Richard Francis Burton était un explorateur britannique, grâce à qui Conan Doyle a inventé le concept de gentleman extraordinaire. Très beau concept, gentleman extraordinaire, qu'on a retrouvé avec ce film et cette série, La Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Richard Francis Burton parlait 29 langues couramment. Il a été aux sources du Nil, il a exploré l'Afrique, il a été agent secret, diplomate, escrimeur, grand maître soufi, poète, très très grand poète. Et Richard Francis Burton donc disait « Le développement personnel avec un dû égard pour les autres », très important, ne pas le faire de façon narcissique, mais le faire par égard pour les autres. Eh bien, le développement personnel par dû égard pour les autres est le seul et unique but de l'existence humaine. C'est surpuissant, ça dépasse tous les conflits de clochers, toutes les querelles de chapelle pseudo-académiques qui peuvent avoir été lancées sur cette grande thématique du développement personnel. Le développement personnel, pour beaucoup de penseurs, et pas seulement pour Richard Francis Burton, aussi pour Auguste Comte, etc., est le seul et unique but de l'existence humaine, de notre passage sur Terre. Donc, bien entendu que c'est accessible à tout le monde, pour répondre à la question. Bien entendu que son enjeu est crucial et qu'il ne peut pas être minimisé. Et quoi qu'en dise n'importe quelle personne sur le sujet, le développement personnel ne peut être minimisé, car l'épreuve de la vie, et là aussi pour répondre aux questions, l'existence d'épreuves sur notre chemin, l'existence d'événements qui nous permettent de muscler notre persévérance, de muscler notre courage, notre indépendance, notre caractère, est une variable naturelle de l'existence humaine. C'est-à-dire que du berceau au tombeau, il existe sur notre chemin des opportunités de muscler notre caractère. Il faut vraiment le voir comme ça. Ces opportunités peuvent nous sembler brutales, elles peuvent nous sembler injustes, mais il faut les voir dans cette dimension-là, c'est-à-dire l'opportunité de muscler notre caractère. Notre corps, bien évidemment, est présenté et stimulé toute sa vie durant par des opportunités d'être musclé ou d'être assoupli, ou d'être défié, je dirais même sur le plan immunitaire, quand on contracte l'une ou l'autre maladie infectieuse. Mais notre caractère est notre plus bel héritage. Et les épreuves de la vie sont systématiquement des opportunités de muscler notre caractère. C'est extraordinaire. Et oui, moi c'est ce que je prône, aller contre ces peurs et passer le cap des peurs, car c'est les meilleures expériences de nos vies, et que c'est ça qui nous développe tel que l'on est tout au cours de notre vie, et extraordinaire. Merci de mettre des mots plus précis que les miens sur ces pensées. Et du coup, je vais enchaîner avec, pour vous, est-ce qu'il est important de connaître son cerveau scientifiquement parlant pour pouvoir avoir un développement personnel accompli et se servir
en quelque sorte de son cerveau correctement, parce qu'aujourd'hui on peut retrouver beaucoup de life hack, de neuro hack qu'on retrouve énormément, mais est-ce qu'il n'y a pas une base scientifique à connaître avant pour pouvoir appliquer ces choses-là ou pas du tout? Alors, la vraie science est une ignorance qui se sait, comme disait Montaigne, c'est là le propos introductif de mon livre Libérez votre cerveau. En réalité, l'introspection nous apporte déjà beaucoup. Par exemple, le philosophe David Hume avait compris que nous, les humains, nous prenons nos décisions par nos émotions et qu'ensuite nous les rationalisons. Ça, c'est démontré aujourd'hui en neurosciences, bien entendu, sur le plan expérimental. Il est démontré que les humains prennent bien trop souvent leurs décisions sur une base émotionnelle, par exemple pour qui voter, qui suivre dans une entreprise, dans une situation de leadership. Nous prenons nos décisions par nos émotions et ensuite nous les rationalisons. Nous disons oui, mais je l'ai suivi parce que son propos était logique, etc. Mais en réalité, notre cerveau, en une fraction de seconde, va prendre sa décision sur des bases émotionnelles. Et ça, c'est quelque chose qui est vrai scientifiquement et qui avait été découvert bien avant sa redécouverte expérimentale par David Hume. Donc en réalité, pas besoin du tout d'un laboratoire pour acquérir des compétences de base sur la connaissance de son cerveau. Il suffit d'être introspectif, il suffit de voir sa pensée et ses émotions au travail. Et une des premières intuitions qu'on a immédiatement quand on essaie de regarder comment notre cerveau fonctionne, comment notre esprit tout simplement fonctionne, c'est la notion d'empan. Notre cerveau est un peu comme une main. Notre main a un empan. Donc l'empan, c'est la distance entre le petit doigt et le pouce. Et physiquement, on voit bien que cette distance conditionne ce que l'on peut attraper. Un ballon de basket, par exemple, défie un peu l'empan de notre main. Il est plus difficile à manipuler qu'une balle un peu plus petite qui va mieux soir notre main. Eh bien, l'empan de notre main et la possibilité de prendre des choses qui sont plus grosses que lui, si on met une poignée, on peut attraper une valise qui est plus grosse que l'empan de notre main, mais si on met une poignée, eh bien, ça c'est une intuition qui est correcte pour l'esprit. On peut se souvenir de dates, de chiffres, d'événements, de notions qui sont trop grosses pour notre cerveau, notre esprit, dont l'emport de notre esprit est excédé par ces notions, si on leur met des bons moyens mnémotechniques. Donc il y a tout un tas de techniques comme ça pour se souvenir de codes. Je vous recommande par exemple l'excellente chaîne Potion de vie d'un grand mnémoniste français qui donne des petits trucs comme ça pour la mémoire. Mais il n'y a pas que pour la mémoire. Il y a aussi dans la créativité, quand on prépare un document, quand on écrit, quand on essaie de se souvenir de certaines sources, quand on donne une conférence, quand on s'exprime par rapport aux autres, être conscient de ce que notre esprit fonctionne un peu comme une main, c'est-à-dire qu'il a des limitations, qu'il a des angles qu'il ne peut pas prendre. Vous savez, par exemple, on ne peut bien sûr pas toucher son coude avec son petit doigt, on ne peut pas non plus se lécher le coude, parce que nos articulations ont un certain degré de liberté. Notre cerveau, notre esprit, a aussi certains degrés de liberté, il a des points aveugles, il a des défauts qui sont inévitables, même si le cerveau est très bien fait. Il y a aussi cette grande thématique, est-ce qu'on n'utilise que 10% de notre cerveau? C'est à la fois faux et vrai, c'est surtout faux, le cerveau est très bien fait. 10%, ça ne voudrait rien dire, est-ce que ça voudrait dire 10% de l'énergie, 10% de ses cellules, 10% de quoi exactement? Mais en réalité, il est vrai, l'intuition selon laquelle on sous-utilise notre esprit est tout à fait correcte, et elle vient en fait d'un très très grand psychologue qui s'appelle William James. William James disait, la plupart des humains vivent dans un environnement très confiné de leur esprit. Ils sont un petit peu enfermés dans une prison mentale qui est construite par leur père, PAIR, qui est construite par leur figure d'autorité, qui est construite par la société. Et la plupart des humains vivent confinés mentalement, et ça c'est tout à fait exact, et c'est démontré scientifiquement aussi. Donc, pour tous les auditeurs et auditrices, simplement, il faut comprendre que l'on a tous les moyens de comprendre notre cerveau. Que c'est quelque chose qui remonte en réalité à l'Antiquité, quand il était inscrit au frontispice du temple d'Apollon à Delphes, « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux », qu'a repris Socrate comme devise. Eh bien, ce « Connais-toi toi-même », il est bien antérieur aux neurosciences. Les neurosciences nous permettent de l'explorer avec de nouveaux outils, mais elles n'ont absolument pas le monopole du gnoti séotone, du « Connais-toi toi-même ». Et donc n'importe qui peut faire l'effort de voir son esprit au travail, c'est-à-dire de comprendre quelles sont ses limitations, de comprendre quels sont ses emportements, de comprendre quelles sont les limites, par exemple, de sa colère ou de son impatience. Et bien sûr, les neurosciences nous apportent tout un tas d'expérimentations très intéressantes là-dessus, sur lesquelles je vais revenir. Mais il n'y a en aucun cas besoin d'être neuroscientifique pour comprendre son cerveau. La neuroergonomie est une affaire bien trop sérieuse pour être laissée aux universitaires. Extraordinaire.
Et c'est vrai que la neuroergonomie demande à être connue, je pense, tout comme le biomimétisme, mais c'est totalement autre chose. Et, euh, et du coup, je voulais savoir, parce qu'il y a la neuroergonomie, la neuroscience, et à côté de ça, on parle de sciences parallèles un peu, en quelque sorte, qui sont la PNL, l'hypnose, tout ce qui est aussi thérapie brève, en quelque sorte, et beaucoup de personnes que je vois et que je récupère dans des appels stratégiques me disent avoir trouvé la solution ultime, le truc ultime pour avoir une vie épanouie, etc. Et donc je voulais savoir si, selon vous, il suffisait de s'intéresser à une seule chose, comme les neurosciences, pour avoir la solution à tout? Non, pas du tout. Il faut s'intéresser à soi-même. Point. Si on recherche la sagesse universelle, c'est soi-même qu'il faut étudier. Les neurosciences ne sont qu'un outil, comme tout un tas d'autres outils. Elles sont très imparfaites, elles sont limitées. Il y a beaucoup d'études de neurosciences cognitives, en particulier en neuroimagerie, qui sont malheureusement fausses. Et ça, c'est démontré aujourd'hui quand on fait une analyse de la rigueur statistique des neurosciences cognitives, et en particulier de la neuroimagerie. Malheureusement, beaucoup des centaines de publications en neuroimagerie cognitive ont été réfutées aujourd'hui ou sont peu reproductibles ou pas reproductibles. Donc les neurosciences ne sont pas du tout à l'abri des imperfections de toute pratique, même si le monde académique nécessite de prétendre le contraire, mais on sait bien entendu que les universitaires, tout comme les autres, publient parfois des mensonges, des erreurs ou des fallacies. C'est comme ça, même s'ils essayent et ils font de leur mieux pour ne pas le faire. Parfois, ils publient des fallacies et des mensonges. Et la rigueur statistique, encore une fois, sur les publications de neuroimagerie, ne fait pas du tout exception à cette règle. Je vous renvoie aux excellents travaux du probabiliste américain Nassim Nicolas Taleb, qui a un peu tiré la sonnette d'alarme sur le sérieux statistique de même des études qui sont considérées comme les plus solides. Donc, ce qui, encore une fois, ne réfute pas tout l'intérêt des neurosciences, en aucun cas. Ça réfute juste une éventuelle arrogance académique qui pouvait exister, et c'est très très bien de la réfuter. Donc aucun outil, aucune discipline, aucune technique n'a le monopole de la connaissance de soi, n'a le monopole de la sagesse, bien entendu, aucune en particulier. Maintenant, il peut exister des sources d'intuition très intéressantes. Je cite dans mon ouvrage, par exemple, le cas du mentaliste Darren Brown. Et Darren Brown, on parvient à faire des tours de magie comme ça, où il arrive à payer des commerçants avec du papier blanc. Donc, je vous laisse aller voir ça sur YouTube, Darren Brown. Il va à New York et puis il paye des commerçants avec du papier blanc en les embrouillant verbalement. Alors lui, il dirait que ça relève de la PNL, justement, qui a été très sous-estimée. Je dois avouer que même si elle a eu une réception académique tout à fait malhonnête, la PNL a avant toute chose été développée pour la défense, dans des circonstances tout à fait précises et pragmatiques qui relevaient du Pentagone et du ministère du département de la Défense américain. Et elle était faite pour les agents. Eh bien, quand on voit Darren Brown l'utiliser très concrètement, on peut appeler ça de la PNL, on peut appeler ça autre chose, on peut appeler ça simplement l'empan du cerveau. Si vous regardez cette vidéo où il paye ce bijoutier avec du papier blanc, il l'embrouille, c'est-à-dire qu'il sature sa main, en quelque sorte. C'est comme s'il mettait trop d'objets dans sa main, que sa main ne pourra plus porter. Sauf que c'est pas de sa main qu'on parle, c'est de son esprit. Alors il va voir le bijoutier, il lui dit, au moment où il va payer, mais au fait, où est la station de métro la plus proche? Alors le bijoutier, voilà, vous prenez, vous tournez à gauche, vous allez vers l'ouest ou l'est. Il dit, ah oui, vous êtes sûr, parce que j'ai pensé à l'envers, vous êtes sûr que c'est à gauche et pas à droite? Enfin, il commence à saturer son esprit. Et au moment où son esprit est saturé, on sait, les hypnothérapeutes le savent, les sophrologues le savent, les spécialistes de la PNL le savent aussi, et bien entendu les neuroscientifiques le savent, quelle que soit la façon dont on appelle cette vérité, ça demeure une vérité. Quand notre esprit est saturé, il devient plus sensible à ce que les hypnothérapeutes appellent une suggestion. Et c'est-à-dire qu'à ce moment-là, Darren Brown, après avoir saturé l'esprit du bijoutier, lui dit, vous savez, j'étais très intimidé par le réseau du métro new-yorkais, mais mon ami m'a dit, prends-le, c'est bien, prends-le. Et au moment où il donne ses billets blancs, c'est du papier concrètement, il donne ça au bijoutier, il dit, prends-le, c'est bien, prends-le, j'étais intimidé, mais tout s'est bien passé. Et donc le bijoutier, là, il est saturé, il réfléchit à où est la station de métro, il réfléchit à quel client pourrait rentrer, etc. Bah oui, quand on est saturé, on a des décisions, notre cerveau est tout à fait capable de prendre des décisions de façon inconsciente,
comme par exemple la décision de jeter son bras quand on tombe dans le bus, quand il y a une secousse dans un bus, envoyer la main comme ça, évidemment que ce n'est pas une décision consciente. C'est une décision qui est prise par notre cerveau et par notre esprit de façon très rapide, mais du coup inconsciente, avec aucun, en réalité, moins ou aucun esprit critique. Ça, cette capacité que l'on a à pouvoir saturer l'esprit humain pour pouvoir ensuite lui envoyer une instruction inconsciente, eh bien, elle est connue des sophrologues, elle est connue des hypnothérapeutes, elle est connue des praticiens de la PNL, elle est bien entendu connue des neuroscientifiques de laboratoire, et ça reste une seule réalité, quelle que soit la façon dont on l'appelle. Donc, l'ami d'Eren Brand n'a jamais fait de neurosciences en particulier, mais il a acquis une certaine expérience très concrète. Et il existait aussi un autre hypnothérapeute, ou ce qu'on appellerait mentaliste, pas tellement thérapeute, plutôt mentaliste, de spectacle. J'ai oublié son nom, mais il avait été convoqué par Staline. Donc, je laisserai les auditrices et auditeurs rechercher le nom de cette personne. C'était un grand spécialiste de ce qu'on appelle donc aujourd'hui le mentalisme, et il avait été convoqué par Staline pour voir s'il était capable d'embrouiller tellement les gens qu'ils ne se rappelleraient même plus l'avoir rencontré. Alors, Staline lui a donné un rendez-vous, c'est une histoire vraie, documentée, avec des témoins. Il lui donne rendez-vous au Kremlin, mais n'instruit pas ses gardes de ce qu'il a une invitation, de ce qu'il a un rendez-vous. Et ce mentaliste, eh bien, va les embrouiller, il va aller jusqu'à Staline, et il va se faire ouvrir la porte du bureau de Staline, et aucun des gardes ne se souviendra qu'il l'a même rencontré. Alors, ça a l'air d'être de la magie, ça a l'air d'être... Mais c'est pas du tout ni de la magie, ni quoi que ce soit d'exceptionnel. Cela vient tout simplement du fait que oui, on peut faire une clé à notre cerveau, on peut faire une clé à notre esprit, comme on peut se faire une clé de bras. Quand on fait une clé de bras, eh bien, il y a certains degrés de liberté, il y a certains de nos mouvements qui sont restreints. Quand on fait une clé à notre cerveau, c'est plutôt la mémoire qui est restreinte, le souvenir conscient qui est restreint, la décision qui est restreinte. Mais c'est possible. On peut faire une clé de bras, on peut faire une clé de cerveau. Et ça n'a rien de magique, ça n'a rien de miraculeux. Oui, c'est quelque chose qui s'apprend. Oui, ça se pratique. C'est vraiment une question de pratique. Donc, moi, j'ai toujours été contre l'opposition des disciplines, comme ça, la volonté qu'ont certains, en particulier certains universitaires, d'établir un monopole sur telle ou telle discipline. C'est totalement faux, il n'existe pas de monopole scientifique, ne serait-ce que dans le monde et dans les disciplines particulières. La neuroergonomie elle-même est née précisément du fait que son principal développeur avait été rejeté par le monde académique dans la première partie de sa carrière. Il s'appelait Raja Parasuraman et il a été financé non pas donc sur des bourses universitaires classiques, mais sur des bourses de défense, de l'Air Force, car ses travaux portaient sur les limites mentales d'un pilote. C'est-à-dire un pilote en particulier quand il est fatigué, mais aussi quand il est stressé, quelles sont les limites de ses décisions, quels sont ses temps de réaction, avec quelle rapidité il peut décider si un point qu'il voit apparaître sur son radar est un ennemi ou un ami, etc. Et c'était des choses très concrètes, très pratiques, qui sont nées de l'expérience. Donc n'importe qui peut acquérir une bonne expérience de sa propre neuroergonomie. Ça n'empêche absolument pas d'aller lire quelques ouvrages là-dessus. Et par exemple, tous les ouvrages, vous savez, pour les nuls, c'est très très bien ça, ce sont des très bons ouvrages. Les neurosciences pour les nuls, le cerveau pour les nuls, c'est des très très bonnes sources initiales pour avoir des compréhensions plus scientifiques de la façon dont notre cerveau fonctionne. Mais avant toute chose, essayez de voir son esprit quand vous êtes au travail, essayez de voir la façon dont vous prenez vos propres décisions, d'avoir de l'introspection, est un excellent guide pour améliorer la connaissance de votre outil de travail, c'est-à-dire votre esprit. Et du coup, je vais améliorer sa connaissance, son outil de travail, c'est extraordinaire. Mais moi, je suis tombé sur une personne en particulier, c'est ce qui me fait penser à ça, qui pratiquait par exemple la lecture rapide, mais qui était devenue boulimique d'informations, et qui prenait beaucoup trop d'informations sans jamais passer à l'action dans son entreprise en particulier, et qui, une fois, m'a fait une remarque folle lors d'un coaching que j'ai pu lui faire, qui m'a dit « Il faut que je discute avec mes associés, mais avant je dois lire un livre. » Pour savoir comment leur parler. Est-ce que c'est pas un danger au bout d'un moment de rentrer dans une boulimie de connaissances? Alors, bien entendu, hein, et il y a tout un équilibre, notamment connu en neurosciences. On sait que la propensité qu'a notre cerveau à oublier des choses est en réalité très positive, parce que quand on a trop de mémoire, quand on a trop de souvenirs, notre temps de réaction, notre temps de décision augmente. Notre temps de décision a tendance à augmenter en proportion de nos souvenirs passés.
Et ce qui paraît paradoxal, puisque normalement quand on s'entraîne par exemple, on fait ce qu'on appelle du drilling. Donc le drilling, c'est la répétition rapide de certains gestes pour qu'ils sortent naturellement. C'est ce que font les militaires. Driller par exemple les gestes de sécurité sur un pistolet, savoir éjecter la munition de la chambre, vérifier que le pistolet est bien vide, etc. Puis le remettre dans son holster. Tous ces trucs-là sont drillés pour qu'ils sortent rapidement, même en conditions de stress. Donc quand on a par exemple ces fameux examens à des militaires où ils doivent démonter, remonter un fusil même dans le noir, on se dit mais ça sert à rien. En réalité si vous êtes en opération spéciale et qu'aucune lumière n'est possible parce que spécifiquement vous intervenez par une nuit sans lune, qu'il faut être très discret et que votre fusil est enrayé, que vous avez besoin de le démonter complètement, vous êtes très stressé, vous êtes dans le noir, il faut que ça sorte tout seul, il faut que ça ne mobilise même plus votre empan cognitif, et plus on drille un comportement, plus on peut le ressortir sans même y penser. C'est pour ça qu'un conducteur qui a 20 ans de conduite ou un conducteur professionnel de bus, de poids lourd, eh bien, est capable de penser à tout un tas de choses pendant qu'il conduit parce que ça a tellement été drillé qu'il arrive à le faire sans mobiliser trop de son empan cognitif. Mais les décisions pondérées, c'est-à-dire les décisions où on doit réfléchir, ont tendance à se rallonger quand on a trop de souvenirs. Et c'est une des raisons pour lesquelles notre cerveau a tendance à oublier et que les personnes âgées vont oublier des choses parce que sinon nous ne serions plus capables de prendre des décisions suffisamment vite. Donc il est vrai que la boulimie de connaissance peut être un problème et peut devenir un vice, car medio stat virtu, à savoir le proverbe latin qui en réalité vient même d'Aristote, la médiété aristotélicienne, chaque vertu d'Aristote, elle vient du juste milieu, l'excès est un vice et le défaut est un vice aussi. Donc tout ce qui est excessif est forcément vicieux, c'est tout à fait exact. Tout ce qui est excessif devient vicieux. La vertu est dans le juste milieu. Mais après, c'est vrai qu'il existe des techniques, des méthodes pour lire des contenus plus rapidement, pour s'en souvenir plus rapidement, pour absorber des contenus qui soient écrits d'ailleurs ou pas plus vite et plus longtemps. Ces méthodes ne sont pas à négliger, mais il ne faut pas du tout en abuser. Oui, extraordinaire, merci beaucoup. Mais oui, c'est ce que je lui ai dit, pas abuser des livres non plus, même s'il sait les lire rapidement. C'est vrai que c'est dommage de ne pas réussir à parler à quelqu'un sans lire un livre. Vous savez que de toute façon, pour Socrate, le livre pouvait être un leurre. Pour Socrate, un livre ne pouvait transmettre la sagesse. C'est Platon qui a transcrit les travaux, qui a transcrit, on va pas appeler ça les travaux, qui a transcrit les dialogues, la pensée de Socrate. Mais pour Socrate, la pensée libresque, enfin, le support écrit seul n'était qu'un mirage de la sagesse, même si, bien entendu, il reconnaissait la possibilité de pouvoir être un outil intéressant. Mais son usage seul n'était qu'un mirage de la sagesse. Et c'est tout à fait exact. On a trois grands exemples dans l'histoire de cette mise en garde que Socrate a faite notamment à Platon. La première, c'est Diogène qui va la faire à Platon lui-même. On demande à Platon de décrire un humain, de définir un humain, et Platon dit c'est un bipède sans plume. Alors Diogène arrive avec un poulet plumé et il dit voilà l'humain de Platon. Tu vois bien que dès qu'on commence à définir les choses uniquement avec des mots, uniquement de façon qu'on pourrait presque dire positiviste logique, si on voulait parler des mouvements philosophiques du XXe siècle, c'est David Wittgenstein, etc., eh bien tu vois bien qu'on peut systématiquement prendre la définition en défaut. Alors Platon a répondu à Diogène en disant eh bien j'ajoute avec des ongles plats. Bon, Diogène aurait très bien pu prendre un marteau, écrabouiller les griffes d'un poulet et dire voilà l'humain de Platon, et c'est sans fin. L'autre exemple dans l'histoire qui donne raison à Socrate, c'est le mouvement de la scolastique au Moyen-Âge. La scolastique médiévale, eh bien, elle va nous amener à ce qu'on appelait l'Aristoteles Dixit, c'est-à-dire Aristote l'a dit, donc c'est vrai. Aristote a dit que les araignées avaient 6 pattes. Bon, n'importe quel abruti peut compter et voir que les araignées n'ont pas 6 pattes mais en ont 8, et que à ce titre d'ailleurs elles ne sont pas des insectes. Bon, la scolastique médiévale dit, il l'a dit, donc c'est comme ça, c'était devenu une orthodoxie mécanique, et c'est à la scolastique médiévale que va s'opposer bien sûr Galilée et Giordano Bruno. Giordano Bruno va être brûlé à Campo dei Fiori à Rome, et Galilée va échapper de peu au bûcher. Donc la scolastique médiévale va déjà rappeler que Socrate avait raison, et puis aujourd'hui, l'équivalent de la scolastique, bien entendu, c'est l'académisme à outrance, ou par ce qu'on appelle des anneaux de citation, des circuits de citation. Vous pouvez écrire à peu près ce que vous voulez aujourd'hui, c'est même pas une plaisanterie. J'ai vu des articles peer review qui étaient créationnistes, qui disaient que la Terre avait été créée en 5000 ans. C'était peer review, il y avait une revue par les pairs de ces articles-là. J'ai vu des articles
d'études du genre, enfin, des trucs complètement foireux qui disaient que les mathématiques étaient sexistes, que les mathématiques étaient machos, qui avaient été relus par des pairs, qui avaient été publiés dans des revues à comité de lecture. Cette tendance revient aujourd'hui, mais heureusement, elle est en train de disparaître. Donc, tout ça pour rappeler un principe simple: l'excès est vicieux en tout. Bien entendu, l'excès de connaissances livresques est vicieux aussi. Il ne peut se substituer à la sagesse, à la force du caractère qui naît de la vraie vie. Extraordinaire, merci beaucoup. Et puis pour terminer, ce que je fais avec les plusieurs personnes que j'ai pu recevoir dans ces interviews, c'est que je leur demande de donner le grand conseil qu'elles pourraient donner à un entrepreneur qui travaille énormément pour acquérir ce qu'il a envie, etc. Mais qui a besoin encore de petites astuces pour aller plus loin et réussir à pallier certains caps encore de, je pense, croyances limitantes, blocage mental. Alors, je vais donner 2 conseils, un général et un particulier. Mon conseil général, c'est ne laissez personne vous mettre à une place. Ne laissez personne vous dire, par son langage corporel, par son langage verbal, par ses positions, reste à ta place. Jamais, en aucun cas, ne laissez quelqu'un vous dire, reste à ta place. Jamais. Un professeur d'école, pour vous, pour vos enfants, jamais ne le laissez dire, reste à ta place. N'importe quelle personne, personne n'a le droit de vous dire, reste à ta place. Ça, c'est la première chose. Luttez toujours contre le reste à ta place, et en particulier, le reste à ta place qu'on vous a mis là, qu'on vous a enfoncé dans la tête, qu'on a essayé, par lequel on a essayé de vous auto-limiter, par lequel on a essayé de vous confiner dans une prison mentale. Répondez toujours au reste à ta place. Maintenant, pour un conseil particulier, pour les entrepreneurs. J'ai créé beaucoup d'entreprises dans ma vie. La première que j'ai créée, c'était en 2009 au Sénégal, et elle tourne encore. Et j'ai créé des entreprises qui ont échoué. J'ai créé une entreprise qui a marché en France avec Serge Sudoplatov, qui s'appelait Saveria, qui a vendu des wargames pour les entreprises. Celle-là a marché, même si je ne l'utilise plus aujourd'hui. J'ai créé des entreprises qui ont échoué. Ça m'est arrivé d'échouer de façon plus ou moins grave. Et je confirme que l'échec est un diplôme. L'échec forge le caractère. Quelqu'un qui n'a pas connu l'échec n'a pas de caractère. Et vous ne pourrez jamais lui confier de responsabilité. D'ailleurs, toutes les choses horribles qui arrivent en France en ce moment viennent systématiquement du fait qu'on a confié des responsabilités à des gens qui n'ont jamais connu d'échec réel dans leur vie. Et quand vous confiez des responsabilités à des gens qui n'ont pas connu d'échec, bien vous confiez des responsabilités à des gens qui n'ont pas de caractère. Et ça, c'est le pire que vous puissiez faire, hein, confier des responsabilités à un premier de la classe, confier des responsabilités à un bon élève. On ne fait pas de Silicon Valley avec le premier de la classe. Vous verrez systématiquement la Silicon Valley être créée, être renforcée, être ravivée par des gens qui ont connu des échecs, qui ont renforcé leur caractère. Ils ont fait de la musculation du caractère. L'échec est une musculation du caractère, mais s'il faut être plus exact maintenant, donc pour le conseil général, ne laissez personne vous mettre à votre place. Jamais, car la seule personne qui peut décider quelle est votre place, c'est vous-même et personne d'autre. Et à chaque fois que vous laissez quelqu'un vous dire reste à ta place, eh bien, vous le laissez vous dominer, quelle que soit la façon dont il le fera. Ensuite, donc le conseil particulier, choisissez bien vos associés. Choisissez bien vos associés, choisissez bien vos associés. Je ne saurais trop le répéter. Les seules boîtes que j'ai créées qui ont échoué, c'est parce que j'avais mal choisi des associés, que j'avais pris des associés incompétents, malhonnêtes, ou les deux à la fois parfois. Eh bien, à chaque fois que vous choisissez mal vos associés, vous allez droit dans le mur. Le premier conseil que j'ai à donner à un entrepreneur, choisis bien tes associés, choisis bien tes associés, choisis bien tes associés. Ça, c'est l'expérience que la vie m'a apprise. Et en particulier, ce n'est pas parce que quelqu'un est votre ami qu'il fera un bon associé. Ça, c'est quelque chose sur lequel je dois considérablement insister. Ce n'est pas parce que quelqu'un est votre ami, ce n'est pas parce que quelqu'un, vous buvez bien des coups avec lui, vous pouvez bien aller au resto avec lui, jouer au bowling, que sais-je, avec lui, que ce sera un bon associé. En aucun cas. Un lien d'amitié, il faut voir en réalité les relations humaines comme un circuit électrique. C'est-à-dire qu'un circuit électrique, il est fait pour un certain voltage, un certain ampérage et un certain voltage. Le voltage, c'est ce qu'on appelle la tension en électronique. Et une relation d'amitié peut très bien fonctionner à basse tension. Tant que vous allez boire des coups, tant que vous allez vous amuser ensemble, voir des matchs ensemble, la tension est faible.
Donc cette relation, vous avez l'impression qu'elle est solide, alors qu'en réalité, elle est solide pour la tension à laquelle vous la soumettez. C'est-à-dire elle va très très bien et elle durera des décennies, peut-être 20-30 ans, tant que c'est pour aller boire des bières et voir un match de foot. Mais si vous mettez cette relation d'amitié dans la tension de partager de l'argent, d'aller chercher des clients, de travailler plus que prévu, etc., etc., toutes les tensions faramineuses que la création d'entreprise mobilise, eh bien vous allez voir que vos liens d'amitié vont exploser, exactement comme si vous branchiez un circuit électrique sur la mauvaise prise. Vous avez un circuit électrique qui est fait pour du 12 volts, vous le branchez sur du 220 volts, il va exploser. Ça, c'est le conseil particulier que je dois donner aux entrepreneurs, c'est choisissez bien vos associés. Rien n'est plus important, rien. Si vous avez la mauvaise équipe, et vous verrez systématiquement les meilleures études de cas d'entreprise, c'était quand vous aviez la bonne équipe au bon moment. La bonne équipe d'abord, le bon moment ensuite. Si vous avez le bon moment et pas la bonne équipe, vous allez le regretter toute votre vie. Eh bien, testez systématiquement vos associés. Ce n'est pas parce qu'ils sont vos amis qu'ils feront de bons associés. Et vous devez en permanence muscler le caractère de votre association. C'est le conseil que j'ai à donner. Extraordinaire, merci beaucoup. Et du coup, on a terminé pour les questions et je voulais savoir du coup où est-ce qu'on peut te retrouver, où est-ce que toutes les personnes qui vont voir cette vidéo peuvent te retrouver. Je mettrai tous les liens en description et savoir un petit peu qu'est-ce que je mets comme lien dans la description. Et puis, Alors, il y a le lien de mon site web, bien sûr, idrissaberkane.org, où au passage, donc, j'ai publié l'original de tous mes diplômes. Et je suis sidéré de voir que des gens n'ont toujours pas accepté cette réalité. Donc, j'ai bien 3 doctorats, que j'ai été chercheur invité à Stanford à 20 ans, que j'ai été interne à l'université de Cambridge à 19 ans, entre autres, nombreuses choses. Ma fondation, ensuite, est l'autre site pour me suivre, la fondation Bioniria, qui a couru la route du Rhum. Alors ça aussi, ça n'a pas été répercuté sur certains blogs, et pourtant, ça fait 2 ans que cette fondation a couru la route du Rhum, j'en suis très fier. Également, donc, j'ai ma propre chaîne YouTube, et puis pour avoir une entrée plus approfondie dans mes travaux, il y a bien sûr mes livres, Libérez votre cerveau, qui a été traduit en 9 langues, dont le coréen, le chinois, le russe et le japonais, et puis L'âge de la connaissance, qui existe également en poche. Voilà pour la plupart de mes ouvrages. Je vais sortir également un jeu vidéo pour apprendre les langues, qui sortira donc dans le courant de l'année 2020. Donc voilà un peu pour suivre mon actualité, mon site internet, idrissaberkane.org, et puis ma chaîne YouTube. Extraordinaire, vous retrouverez tous les liens dans la description, et puis pour moi c'est bon, on va pouvoir se laisser. Je vais dire au revoir à tous les auditeurs, et on se retrouve de toute façon dans les messages privés ou dans le chat de l'espace membre pour discuter et interagir sur les commentaires, sur l'interview. Et Idriss, je vous remercie énormément de cette interview, de ce temps accordé.